Bonjour à tous, et merci d'être présents pour ce troisième LinkedIn Live de la communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. N'hésitez pas à partager, ce qui se passe ici, sur les LinkedIn Live, de quoi on parle, à toute votre communauté, vos collègues pour qu'il y ait de plus en plus de monde et qu'on ait des discussions de plus en plus riches. Pour tous ceux qui sont nouveaux, pour qui c'est la première fois, qu'ils sont sur un de ces LinkedIn Live, nous sommes une communauté de personnes intéressées par les impacts sociaux et environnementaux des systèmes de recherche et d'innovation. Ces LinkedIn Live sont pensés spécifiquement pour des personnes qui travaillent dans le milieu académique, que ce soit dans les départements recherche et innovation des universités ou au niveau des cellules de transfert technologique qui travaillent au quotidien avec des chercheurs, ou pour des chercheurs curieux sur ces sujets. Mais évidemment, c'est ouvert à tous les intéressés qui veulent participer à la discussion et enrichir les conversations. Tous les mois, on prend un sujet différent et dans quelques semaines, donc dès le mois prochain, on va commencer à inviter aussi des personnes qui vont venir nous partager leurs expériences dans leur propre institution, que ce soit dans la recherche publique ou dans la recherche privée. Donc n'hésitez pas à donner des noms d'institutions ou de personnes qui vous penserez seraient intéressantes sur ces sujets-là. Alors, juste quelques informations logistiques. Ce live a évidemment lieu en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions au cours du live et on les prendra soit au fur et à mesure, soit à la fin. Mais si vous regardez ce live en replay, puisqu'il sera aussi disponible en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, puisque je m'engage à répondre à toutes les questions qui seront posées, même si vous les posez après le live, à la fin, dans plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, la thématique, c'est l'impact de la recherche et la question de sa mesure. Vous allez voir que c'est une thématique extrêmement riche et du coup, concentrez-vous sur ce qu'on va raconter et sur la discussion, puisque à la fin, on vous donnera ce qu'on appelle un giveaway. Donc, vous allez repartir avec les slides, si vous les voulez. Donc, c'est pas la peine de prendre des notes, c'est pas la peine de prendre des captures d'écran de ce qui est en train de se passer ici, puisque vous aurez non seulement le replay de ce qui est en train de se passer, mais en plus le giveaway qui sera accessible pour vous. Donc voilà. Alors, on va rentrer directement dans ce live qui devrait durer à peu près une trentaine de minutes, sans les questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions et puis je les prendrai au fur et à mesure. Alors tout d'abord, comment va se structurer le petit temps qu'on va passer ensemble? Je vais vous présenter Socience et notre rapport à l'impact. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette communauté? Pourquoi on fait ces lives? Et du coup, quel est notre lien avec le sujet dont on discute aujourd'hui? Ensuite, on verra pourquoi est-ce qu'on parle d'impact. Vous avez sûrement remarqué que c'est un sujet de plus en plus important, de plus en plus mentionné, et donc on va un peu juste revenir sur le contexte et essayer de comprendre pourquoi c'est une discussion importante. En troisième point, on verra quels sont les différents types d'impact dont il est question, parce qu'on parle beaucoup d'impact de façon généralisée, mais en fait, des impacts de la recherche et de l'innovation, il y en a beaucoup. Ils sont tous différents, et donc on va un petit peu rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est que l'impact. Et puis, en quatrième point, en fait, on parlera de la question qui fâche, qui est: est-ce que l'impact social et l'impact sociétal et l'impact environnemental, ça se mesure ou pas? Qui est aussi une grande question, et donc on abordera tous ces sujets. Alors tout d'abord, très rapidement, Socience est une entreprise qui est experte en recherche et innovation responsable, donc au sens de la Commission européenne. Mais on est aussi extrêmement connu pour nos programmes de recherche et innovation partenariale multi-acteurs qui sont vraiment designés pour répondre à des enjeux de société. On travaille avec des acteurs de la recherche, évidemment, des organismes publics comme des organismes privés, donc instituts de recherche, universités, industries et industriels. Je vous indiquerai à la fin un certain nombre de nos programmes qui sont effectivement, qui ont lieu en ce moment sur un certain nombre de sujets. Et donc, si ça peut vous intéresser ou si ça peut intéresser des chercheurs qui sont dans vos institutions, n'hésitez pas à leur transmettre. Ce sont des programmes qui sont ouverts à tous. Il faut savoir que sur la question de l'impact, alors évidemment, c'est une question
extrêmement importante pour nous puisque, on s'attaque à des questions d'enjeux sociaux et environnementaux, et donc l'impact qu'on peut avoir sur le monde, sur la société, est primordial, d'autant plus qu'on est proche de communautés qui pensent l'impact depuis des dizaines d'années, notamment la communauté des entrepreneurs sociaux, de l'économie sociale et solidaire, et que donc on voit ces méthodologies de mesure de l'impact se développer, mais elles sont pas forcément toujours adoptées au niveau de la recherche et donc le lien entre cette mesure de l'impact par certaines communautés qui sont vraiment, au cœur des enjeux socio-environnementaux et le fait que c'est pas encore utilisé par la recherche, c'est des sujets qui nous intéressent et on essaye de transposer un certain nombre d'outils. Vous allez le voir, je vais en parler. Et donc sur ces thématiques-là, on a, formé un certain nombre de professionnels de la recherche et on continue évidemment, à en former. Et ces petits LinkedIn Live sont, uniquement on va dire des introductions, des moments où on peut commencer à discuter ensemble en tant que communauté. Mais donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin, à discuter directement avec nous, à envoyer un email à Socience et on verra ce qu'on peut faire, ensemble. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que, on parle d'impact? Déjà, c'est une demande des pouvoirs publics et de la société qui est de plus en plus forte. Vous le voyez peut-être dans les on va dire les news, les actualités, il y a énormément, de questionnements qui se posent, par les chercheurs, mais aussi par les étudiants ingénieurs qui se demandent, comment est-ce que leurs formations peuvent avoir, des impacts intéressants, positifs pour la société. Et donc c'est vraiment on va dire une lame de fond qui est en train de monter, et dont on entend de plus en plus parler et qui finalement pose la question, de la place de l'université, dans la cité, dans la ville, dans son lien avec les citoyens. C'est une question extrêmement importante en ce moment. C'est aussi, d'une façon beaucoup plus concrète et très pragmatique pour les universités, une demande, qui vient des villes maintenant et des régions, là où les institutions de recherche sont implantées, parce qu'elles sont confrontées, à des enjeux sur leur territoire et qu'elles se demandent comment la recherche et les chercheurs qui sont sur leur territoire peuvent les aider à y répondre. Et donc ça, c'est vraiment, ça devient une demande de plus en plus forte, et puissante de la part des pouvoirs publics. Ça a des conséquences directes, puisque cette envie et cette demande, peut avoir des impacts sur le conditionnement des financements. Je vous donne un exemple, au Royaume-Uni, aujourd'hui, il y a maintenant 20 du financement de base aux universités, ce qu'on appelle les block grants, qui sont conditionnés à l'impact. Donc évidemment, ça change énormément de choses quand on commence à devoir, justifier cet impact pour avoir des financements. Ça demande d'avoir des approches, assez précises, pour pouvoir sécuriser ces financements. Mais c'est pas uniquement le cas au Royaume-Uni. Par exemple, un deuxième exemple, c'est Horizon Europe, donc le programme de financement, européen de la recherche et de l'innovation, qui représente quand même 7,5 milliards d'euros par an. Et bien aujourd'hui, dans le Standard Application Form, donc ça veut dire la réponse à appel à projet que tout le monde doit remplir, il y a une grande partie qui s'appelle Pathway Towards Impact, donc le chemin vers l'impact. Et donc les personnes qui répondent à ces appels à projets doivent justifier de comment est-ce qu'ils ont l'intention d'arriver à un certain impact. Et finalement, il y a tout de même ce dont je parlais au tout début de ce live, qui est ce tournant qu'on voit vers les grands enjeux de société. Et quand on parle d'enjeux socio et environnementaux, de crise climatique, de questions d'approvisionnement, d'inégalités sociales, etc. Forcément, la question de l'impact devient primordiale, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des intentions sur ces sujets-là, mais de pouvoir réellement avoir un effet et éventuellement, bien sûr, de pouvoir le mesurer. Alors, avant de rentrer plus avant dans le vif du sujet, je voulais faire ce petit disclaimer. C'est une conversation LinkedIn Live, donc c'est une conversation qui va être rapide et on va effleurer les sujets. On va commencer à rentrer dans les sujets et puis on va essayer d'avoir une discussion. Mais ce n'est pas une formation sur l'impact. Il faut savoir que Socience, on propose un certain nombre de modules de formation sur ces sujets-là.
notamment ceux que je vous ai listés ici, comprendre l'impact sociétal dans un contexte de recherche et innovation, qualifier cet impact sociétal et l'impact sociétal de ces projets de recherche et innovation, intégrer la dimension sociétale dans le montage de projets. On vient juste de parler de Horizon Europe, donc comment est-ce qu'on répond très concrètement sur le Pathway Towards Impact, mais aussi un module un peu plus spécifique destiné aux startups deep tech ou tech intensive sur comment est-ce qu'on conserve sa mission sociale ou environnementale quand on a créé ce type de startup sur la base de ses recherches. Et donc, ces formations-là, c'est des formations que propose Socience. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, que ce soit en commentaire ou à nous écrire par ailleurs. Mais c'est des formations beaucoup plus poussées, évidemment, dans lesquelles on parle des différentes définitions de l'impact. Là, je vous ai donné celle de l'Impact Management Project, mais dans lesquelles aussi, on définit beaucoup mieux quels sont les problèmes, les besoins, comment on les qualifie, comment on qualifie son impact. Est-ce que c'est un impact direct, indirect? Est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il est superficiel, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de qualificatifs différents de l'impact. Ce sont des discussions dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, ça va être beaucoup plus général, mais l'idée, c'est de vous donner une première impression et surtout de vous pousser à avoir envie d'en savoir plus et à aller plus loin. Donc, si ces formations vous intéressent, Socience les propose, n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous indiquera comment vous pouvez vous y inscrire. Maintenant, passons donc à la suite du programme. Je vous disais en début de live qu'on allait aborder les différents impacts des activités de recherche et innovation. Il y en a évidemment énormément, qui peuvent être positifs ou négatifs, qui peuvent être intentionnels ou non. Mais souvent, quand on parle d'impact, on le fait de manière beaucoup trop générale par rapport à tout ce que ça peut recouvrir. Et chez Socience, on aime bien préciser dans chaque conversation et à chaque fois qu'on travaille sur un sujet, de quel type d'impact est-ce qu'il s'agit. Et pour vous donner une première impression de comment est-ce qu'on peut différencier ces différents impacts, je vais utiliser ces différentes lignes, donc ces différents qualificatifs, on va dire, autour d'un impact, avec quels vont être les buts recherchés de l'activité, quels sont les indicateurs qui représentent, on va dire, cet impact, les bénéficiaires, parce que s'il y a un impact, c'est qu'il y a des personnes qui sont touchées, donc qui sont les bénéficiaires, la temporalité, et les stratégies de valorisation. Ça, c'est très important quand on parle de recherche et innovation parce qu'en fait, la question de la stratégie de valorisation de la recherche est vraiment clé pour voir comment est-ce qu'on va avoir un certain impact. Je vais commencer par celui qu'en fait, dont on parle le moins souvent, en général, dans ce type de discussion, et qui est en fait l'impact scientifique, et qui devrait être le premier qui vient à l'esprit, puisque c'est finalement le premier impact des activités de recherche, c'est évidemment un impact scientifique. Donc, pour vous montrer comment mes petits qualificatifs fonctionnent, les buts recherchés, c'est très simple, d'augmenter notre savoir, ou éventuellement d'ouvrir de nouveaux champs disciplinaires, donc tout ce qui va recouper finalement une activité de recherche et même donc de recherche fondamentale. Là, on est vraiment purement dans la recherche, la compréhension du monde. Les indicateurs potentiels, alors ceux qui sont utilisés aujourd'hui souvent pour qualifier cet impact scientifique, que ce soit à raison ou à tort, mais c'est cela, ce nombre de publications scientifiques, impact factor, et vous pouvez évidemment en imaginer d'autres. Ça peut être le nombre de partenariats de recherche que vous faites avec un certain nombre d'universités. Quand je parle d'ouvrir de nouveaux champs disciplinaires, effectivement, on peut essayer de voir si certaines recherches spécifiques ont permis d'ouvrir des champs complètement nouveaux. Donc voilà, ça c'est le type d'indicateur qu'on peut utiliser pour l'impact scientifique. Les bénéficiaires, alors en premier lieu, c'est les chercheurs. Et donc, c'est quand même important de le notifier. C'est d'abord vos pairs qui vont être bénéficiaires de cet impact scientifique, mais ça peut être la société également. Et donc, c'est là que la question de la temporalité est importante. C'est-à-dire que quand on pense en tout cas à la société, la temporalité de cet impact, c'est plutôt du long terme, c'est-à-dire des recherches fondamentales qu'on va pouvoir faire à un instant T et qui vont avoir un impact peut-être pour la société dans 20, 30, 40 ans. Pour les chercheurs, évidemment, la temporalité est un peu plus court terme vu que c'est dès que vous pouvez avoir accès aux publications de vos pairs. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est quelle est la stratégie de valorisation dans ce terme d'impact. Donc une stratégie de valorisation, c'est essayer
de faire en sorte de maximiser cet impact finalement. Et donc pour la recherche scientifique, on y pense rarement. C'est peut-être une question que vous vous êtes jamais posée. Et pourtant, la réponse, elle est beaucoup à la fin des papiers et des publications scientifiques. Et c'est tout simplement de poursuivre la recherche. Donc, une fois que vous avez créé un certain pan de connaissances et de savoir, et ben en fait, si vous voulez maximiser, continuer à avoir plus d'impact, et donc là, d'impact scientifique, la bonne stratégie de valorisation, c'est de poursuivre les recherches. Évidemment, la plupart du temps, c'est pas l'impact auquel les personnes qui parlent d'impact pensent, mais c'est extrêmement important de le noter parce que ça fait partie des impacts de la recherche et des institutions, évidemment. Je vous donne un autre exemple beaucoup plus connu, beaucoup plus utilisé, qui est l'impact économique de la recherche et de l'innovation. Et donc là, vous voyez, j'utilise les mêmes catégories. Quels sont les buts recherchés? Généralement, développer de nouveaux produits, augmenter la productivité, augmenter le PIB, ça peut être créer des nouvelles startups, etc. Les indicateurs sont assez classiques, vous les connaissez, ça va être le nombre de brevets, la création de startups, de spin-off, le nombre d'emplois créés. Parfois, on va aussi mesurer les chiffres d'affaires générés par ces entreprises, etc. Les bénéficiaires, alors ça peut être directement les entreprises avec lesquelles les universités travaillent. J'indique le monde économique de manière plus générale. La temporalité, en général, on va plutôt être sur du court à moyen terme. Évidemment, c'est toujours des indications, hein. Vous allez avoir des aspects qui vont être plus long terme, mais en général, ce qui est recherché, c'est le court à moyen terme. Et donc, la stratégie de valorisation, là, c'est une valorisation, on va dire, classique. En général, c'est dans ce sens-là qu'on entend le terme valorisation. Et chez Socience, on précise que c'est une valorisation économique. Parce que, évidemment, pour ceux qui étaient déjà présents sur les précédents lives, on a déjà parlé de tout ça. Il y a des stratégies de valorisation sociale et environnementale qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les stratégies de valorisation purement économique. Mais donc là, vous avez eu 2 exemples de types d'impact et je ne vais pas vous passer tous les différents impacts possibles, sachant qu'il y en a énormément. Je vais vous montrer un récapitulatif. Donc, chez Socience, on travaille avec ce type de tableau. Il est dans le giveaway qui vous sera donné à la fin. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez et vous pourrez y avoir accès. J'ai rempli ici donc les impacts dont on vient de parler, le scientifique, l'économique. Vous avez aussi des questions d'impact de communication, d'impact social, sociétal, d'impact environnemental, d'impact systémique. Et il y en aurait d'autres. À chaque fois qu'on discute avec des chercheurs et qu'on présente ce type d'impact, d'autres sont mentionnés. Vous avez des impacts géopolitiques, des impacts militaires, etc. Donc, il y a tout un tas d'impacts possibles qui peuvent être listés. Quand on remplit le tableau entièrement, voilà ce que ça donne. Donc, vous aurez accès à cette slide-là. Et évidemment, ce qui m'intéresse ici, parce que c'est comme ça aussi que j'ai entamé la discussion, ça va être les questions d'impact social et environnemental qui deviennent de plus en plus prégnantes dans les discussions. Mais au-delà d'être très prégnantes dans les discussions, c'est aussi des impacts qu'on a beaucoup plus de mal à appréhender, à mesurer. Peut-être parce que justement, c'est des sujets assez nouveaux, donc on n'a pas forcément toujours les méthodologies qui sont partagées par toutes les universités. Mais donc, c'est vraiment c'est sur ces sujets-là que je vais me concentrer à partir de maintenant. Et je l'ai mentionné rapidement, mais je le redis, sur la question de la valorisation sociale et environnementale, il y a eu tout un live qui a été fait il y a 2 mois. Donc n'hésitez pas, il est en replay, il est accessible. Et le giveaway de ce live est aussi accessible. Donc voilà, il y a plus d'informations sur ces sujets-là, n'hésitez pas à aller les chercher. Alors, quand on parle d'impact social, est-ce que ça se mesure? Ça, c'est une grande question parce que c'est à la fois une question de dissension au sein des communautés. C'est une question qui est très difficile. Évidemment, c'est vraiment différent de mesurer un impact social et de mesurer, par exemple, un impact économique où il y a une donnée qui est très simple à suivre, qui va être une donnée purement économique. Quand on parle, par exemple, de chiffre d'affaires, tout est comparable. Une entreprise avec un certain chiffre d'affaires, on peut la comparer avec une autre entreprise avec un autre chiffre d'affaires. Le PIB aussi entre les pays. Enfin voilà, c'est vraiment des mesures qui sont beaucoup plus simples quelque part quand on les prend à un niveau
le plus simple possible, alors que l'impact social, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué et puis surtout, on n'est pas habitué, à faire ce type de mesures et donc c'est un grand sujet, de dissension. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important parce que si les financements, commencent à être conditionnés à ce type d'impact, eh bien, il faut bien être capable, de donner des informations sur les impacts de son université, de sa recherche et cetera. Alors comment est-ce que, on peut faire ça? Ce que je vous présente ici, c'est assez intéressant, alors c'est une slide que j'ai reprise, lors d'une session qui a eu lieu, au forum annuel de l'ASTP, qui est, l'association européenne des organismes et des cellules de valorisation de la recherche, et donc lors d'une session sur l'impact à laquelle j'ai participé, il y avait aussi un autre intervenant qui s'appelle Kevin Cullen qui participait et qui a fait un talk extrêmement, intéressant et qui avait notamment cette slide-là, qu'il a présentée, lors du forum, et il parle de ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a eu tout un exercice qui a été mené, pour vraiment faire cet, assessment de l'impact. Donc, essayer de mesurer ou de comprendre ou d'avoir en tout cas un certain nombre d'études de cas de quel type d'impact, la recherche et l'innovation des universités au Royaume-Uni, avaient eu, et pouvaient avoir. Il faut savoir que c'est près de 7000 études de cas qui ont été remontées, sous forme d'histoire en fait, vraiment d'études de cas. Et là, il présentait juste ces 4-là. Et il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. La première, et c'est en lien direct avec ce que je viens de dire, c'est que c'est très difficile de les comparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez pas forcément vous pouvez vous poser la question: quel chiffre, quelle donnée qui est présente sur cette slide, vous considérez a le plus d'impact? Et donc, c'est extrêmement difficile parce que c'est très peu comparable. C'est peu comparable en termes de taille de l'impact, mais c'est aussi peu comparable en termes des sujets qui sont traités. Et donc, c'est pour ça parfois qu'on a du mal à se dire qu'il faut mesurer cet impact, social ou sociétal, parce qu'on a beaucoup de mal à comparer les différents impacts de différentes recherches ou de différentes universités. Et donc ça, c'est vraiment très visible sur ces chiffres. Pourtant, une deuxième chose qu'on peut noter, c'est que c'est aussi des histoires qui ont beaucoup de force, et qui permettent de montrer, l'impact réel de la recherche pour la société et qui permettent de convaincre aussi, alors on parlait, tout à l'heure des pouvoirs publics, mais aussi la société en général, sur l'importance, de ce qui se passe au sein des universités, alors que c'est pas toujours visible de leur point de vue. Et donc, malgré le fait qu'elles sont peu comparables les unes avec les autres, elles sont, toutes importantes, et elles sont toutes intéressantes. Un troisième point qui est intéressant à noter, c'est que si ces chiffres, on peut vous les présenter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des méthodologies qui permettent d'arriver à ce type, de résultats et à ce type, de chiffres. Et donc il y a vraiment, une méthodologie qui a été, mise en œuvre au Royaume-Uni, qui a donné lieu à ces 7000 études de cas, enfin presque 7000 études de cas dont je vous parlais, et qui a permis aux universités de faire cette espèce de self-assessment sur quel était l'impact de leur recherche. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est surtout porteur, d'espoir pour toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui, dans le milieu académique parce que ces méthodologies existent et bien que ce soit assez difficile, on peut aller les chercher et on peut aller, faire ce genre de travail sur nos propres projets de recherche, dans nos propres universités ou instituts de recherche. Alors, la question qui se pose, est-ce que l'impact social, ça se mesure? La réponse, de Socience, c'est oui, oui, évidemment, et c'est extrêmement important de le faire. Heu, je vous ai dit que ces chiffres avaient été faits sur des bases d'études de cas. Donc c'est vraiment des histoires qui se racontent et donc il y a une approche qualitative en plus de l'approche quantitative. Moi, ce que je vous déconseille vraiment, c'est d'avoir une approche purement qualitative. Pour une raison très simple, c'est que quand on parle d'impact économique ou même d'impact scientifique d'ailleurs, toutes les universités ont des approches quantitatives, et donc ce serait vraiment presque une mauvaise image renvoyée de décider d'avoir une approche quantitative pour des questions économiques ou scientifiques, mais une approche uniquement qualitative pour des questions sociales,
ou environnementale. On le voit encore aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment pour moi, à bannir. Il faut passer, à la suite. Il faut, ne pas hésiter à avoir des approches qui sont plus quantitatives, malgré les différents problèmes, que ça peut poser. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller vers plus de quantitatif? Alors, il y a plusieurs, approches qui sont développées aujourd'hui, dans les différentes institutions et qui vont, on va dire, du plus facile à mettre en œuvre au plus complexe. Je vous en donne ici 3 qui sont dans cet ordre-là. Une approche qu'on voit très, très, très souvent et qui, je pense, maintenant à court dans toutes les universités pratiquement ou toutes les institutions de recherche, c'est de faire la liste, des objectifs du développement durable auxquels les recherches qui ont lieu dans l'institution contribuent. Et donc ça, ça se fait vraiment de plus en plus. En général, on le voit dans tous les documents stratégiques, et c'est relativement facile à faire. Une autre approche qu'on voit moins souvent, mais qui commence à vraiment se développer et qui est très intéressante, c'est d'avoir des critères d'impact qui sont décidés en interne. Donc en fait, de faire des indicateurs de performance, des KPIs, et de décider en interne qu'est-ce qu'on va suivre, qu'est-ce qu'on considère est un impact, social ou environnemental, auquel notre université contribue, et sur lequel on sait qu'on va pouvoir faire des mesures ou qu'on va pouvoir récupérer les informations. Parce que ça, c'est un grand sujet de l'impact de la recherche et de l'innovation, c'est que vous avez parfois des impacts indirects, donc vous devez aller récupérer les informations d'impact, auprès d'autres parties prenantes. Mais du coup, on a des universités qui décident en interne de ce type de critères et qui font une mise à jour, annuelle ou tous les 2 ans ou tous les 5 ans de ce type de critères-là. Donc ça, c'est une option, qui permet d'avoir une grande, capacité de maîtrise sur ce qu'on va mesurer, et d'être assez aligné entre ce qu'on peut mesurer et ce qu'on va mesurer. La troisième approche, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de s'inscrire dans des référentiels qui existent déjà, c'est de choisir des critères ou des KPIs qui ont été validés par d'autres bases de données. Alors vous pouvez utiliser, ce qu'a fait, l'ONU au niveau des objectifs du développement durable, puisqu'il y a quand même un certain nombre de critères chiffrés, autour de ces objectifs. C'est pas juste, des objectifs. Si vous creusez, il y a vraiment des critères. Mais vous pouvez aussi utiliser des bases de données comme, celle de l'IRIS, qui sont extrêmement larges. Il y a des milliers, de KPIs qui sont partagés, sur ces bases de données. Et donc en les utilisant, en fait, vous allez vous aligner entre ce que vous allez, proposer, ce que vous allez présenter, au monde par rapport à votre impact social, ou environnemental, par rapport à des critères qui sont déjà utilisés par les acteurs, notamment énormément les acteurs de l'investissement, ou de la finance, à impact social ou environnemental. Et donc ça, c'est, extrêmement intéressant parce que ça permet de faire une uniformisation de ces questions-là, à un niveau, au niveau de toutes les universités, à un niveau mondial évidemment. Et donc plutôt que de réinventer la roue, ça permet de partir de quelque chose qui existe déjà et de bases de critères, de données qui existent déjà. Alors, c'est évidemment pas facile à faire, et ça se fait à différents niveaux dans l'université. Donc il y a des actions qui doivent être prises, qui peuvent être prises au niveau du projet, au niveau du chercheur ou du monteur de projet. C'est le cas quand on doit répondre à des appels, Horizon Europe, par exemple, où vraiment ça va être le chercheur ou le monteur de projet qui va devoir définir des critères d'impact pour pouvoir répondre sur son pathway towards impact. C'est des demandes qui sont là, donc il va devoir définir ce type de critères. Il y a des critères qui peuvent être plus, des agrégats au niveau de différents départements, différents laboratoires, au niveau de toute l'université. Ça peut se faire au niveau, des cellules de valorisation, ou des départements innovation, entrepreneuriat. Et puis il y a des questions qui doivent se poser même au niveau stratégique de l'université. À quel type de problématiques, nos disciplines peuvent correspondre? C'est parfois des questions extrêmement stratégiques, donc qui se prennent au niveau de la direction directement. Donc toutes ces strates-là, il faut évidemment pouvoir les articuler dans une stratégie, d'impact, de l'université ou de l'institut, de l'organisme de recherche. Alors comment faire? J'ai listé des premiers
des premiers pas, on va dire ça comme ça, parce que c'est des incontournables. Il faut déjà cadrer son périmètre. Je vous disais que les bases de données de l'IRIS, par exemple, c'est des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers de critères d'impact différents. Donc évidemment, c'est impossible de suivre son impact sur tous ces critères-là, et surtout, c'est inutile. C'est-à-dire que vous avez un périmètre précis, les recherches de vos chercheurs ont un certain périmètre. Donc ce qui est très important, c'est de venir les cadrer et de ne pas tout mesurer, mais de mesurer ce qui compte aux yeux de l'université, aux yeux des chercheurs éventuellement, de votre communauté directe. Vous pouvez évidemment recueillir les cas d'études existants. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est pas une mesure d'impact qui a été faite en amont des projets, puis ensuite avec un update à la fin des projets. C'est une mesure d'impact qui a été faite sur des projets de recherche qui avaient été lancés déjà depuis 1993. Et la mesure d'impact, elle, a eu lieu dans les années 2010. Donc, vous voyez, c'est des choses qui se sont faites après que la recherche ait eu lieu. Et c'est surtout des choses qui sont faites sur des études de cas existantes. Il n'y a pas eu des projets de recherche qui ont été lancés explicitement pour faire ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que les universités peuvent faire. Il y a eu des recherches déjà qui ont eu déjà un impact. Donc, évidemment, c'est important d'aller récupérer ce qui s'est déjà fait, d'aller récupérer ces informations-là. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on peut définir les critères les plus pertinents. Parce que grâce à ces études de cas, vous allez pouvoir voir dans quel domaine ou sur quel enjeu de société spécifique votre université a le plus d'impact. Et donc ça permet de définir des KPIs pertinents dans le cadre de ce qui s'est fait dans le passé. Ensuite, il y a une question de formalisation et de formation des équipes. Ça, c'est extrêmement important parce que vous allez sûrement vous en rendre compte dans les premières phases de ce travail-là. Aller recueillir les études de cas existantes et puis aller choisir, définir des KPIs pertinents. Vous allez vous rendre compte que les données sont extrêmement diffuses, qu'elles sont parfois difficiles à récupérer. Et donc, c'est pour ça que c'est important de former aujourd'hui les chercheurs et les équipes administratives sur ces questions-là pour pouvoir formaliser quelque chose en commun et ainsi pouvoir avoir des KPIs qui sont soit uniformisés, soit si vos chercheurs ont besoin de KPIs spécifiques, avoir un moyen d'aller les récupérer et donc de les updater au fur et à mesure. Et donc tout ça, évidemment, ça ne peut se faire que si, à un niveau institutionnel, il y a un vrai désir de former les équipes et d'avoir une mesure uniformisée qui va vous faciliter le travail dans le futur. C'est un travail qui, aujourd'hui, peut être extrêmement consommateur de temps et assez difficile, mais qui, en fait, une fois formalisé, va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et nous, c'est des choses qu'on voit vraiment dans les universités avec lesquelles on travaille. Donc, vraiment, ça, c'est clé, formaliser et former les équipes. Et finalement, il y a une question de définition des KPIs qui seront pertinents pour le futur. Et ça, c'est une question stratégique. En général, c'est pas une décision qui peut se faire au niveau des départements uniquement innovation ou entrepreneuriat ou des cellules de Valo. Ça se fait plutôt au niveau de toute l'université, en fait. Et la question, c'est vraiment sur quel type de KPIs, d'enjeux sociétaux, l'université est peut-être le mieux positionnée, ça c'est une bonne question, mais aussi sur lesquels il y a une envie d'avoir un impact. Et donc ensuite, c'est des choses que vous pouvez suivre et qui permettent vraiment de piloter l'impact de la recherche et de l'innovation, les différents projets qui sont soutenus ou pas, les différents financements auxquels vous pouvez postuler, parce qu'une fois que vous aurez des données agrégées sur ces questions-là, vous allez avoir des dossiers beaucoup plus solides pour répondre notamment aux appels européens. Donc voilà, ça c'est vraiment des approches stratégiques de l'impact pour les institutions. Alors, on arrive au bout de notre live. Ça fait 35 minutes maintenant qu'on est ensemble. Donc, j'ai réussi à rester dans les temps. J'ouvre la discussion aux questions. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez. Et le temps que vous puissiez les taper, plusieurs informations. Déjà, on continue ces lives, on en fait une fois par mois, soit sur des sujets qui vous intéressent, donc c'est pareil, hein, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi mentionner les sujets que vous voulez qu'on aborde et on programmera des lives sur la question.
Soit sur des invités, on va commencer à inviter des personnes du monde académique qui vont venir nous parler de tous ces enjeux-là, dans leur propre, institution et au niveau de leurs problématiques. Donc de la même manière, n'hésitez pas, à nous donner des noms d'invités, de personnes que vous voudriez voir ou de personnes que vous voulez interpeller sur ces sujets puisque vous vous posez, des questions. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité. Et puis, les autres informations importantes, le giveaway, de la présentation du live qu'on vient d'avoir, on va vous le mettre en commentaire. Donc vous pouvez retrouver toutes les slides, et tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, vous l'aurez en giveaway. Donc vous pouvez le télécharger et vous pouvez le diffuser dans vos institutions. Ça, c'est aussi, assez, important. C'est une communauté qui est en construction. Donc, on est de plus en plus nombreux, mais n'hésitez pas si vous pensez qu'il y a des personnes dans vos institutions qui sont intéressées par ces sujets ou qui gagneraient à avoir, ce type d'informations et de discussions avec nous, bah, vous pouvez, tout à fait, leur partager. Ça les fera venir sur les prochains lives, on aura des discussions, avec eux. Merci beaucoup Emmanuel pour cette, remarque, présentation très intéressante et particulièrement claire, ça fait plaisir. C'est vraiment le but, de pouvoir vous donner plus d'informations sur ces sujets. Et puis, une autre remarque sur les lives, c'est que, cette communauté, donc aujourd'hui on l'a construit, sur LinkedIn. Je vous annonce qu'il y a une grosse annonce en préparation côté Socience, puisqu'on veut monter notre communauté aussi, avec vous et de manière plus interactive. Donc on va bientôt, vous proposer une façon de le faire, via une plateforme interactive. Donc voilà, restez connectés à Socience et vous pourrez avoir, accès, à cette plateforme pour vous mettre en commun aussi, toutes les personnes intéressées par l'impact de la recherche. Donc voilà, c'est des informations qu'on va vous donner au cours de l'été et à la rentrée, donc n'hésitez pas à rester connectés. Je vois qu'il y a une question de Félix. Super intéressant, merci. Alors, je n'ai pas bien compris la distinction entre la définition des KPIs passés et futurs. Peux-tu préciser? Oui, absolument. Je reviens sur, la slide précédente. Hop. Voilà. Alors en fait, c'est vraiment une question, stratégique. C'est-à-dire que quand les instituts de recherche vont, potentiellement, recueillir des études de cas, de quels ont été les impacts de leurs précédentes recherches, sur différents sujets, différentes disciplines, comment ils peuvent le mesurer et cetera. Ça va leur permettre de définir des KPIs pertinents. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez vraiment, énormément d'impact sur des questions, d'efficacité énergétique, que vos chercheurs ont travaillé sur ces sujets, qu'ils ont lancé des entreprises, autour de ces questions-là et cetera. Vous allez pouvoir définir des KPIs qui sont pertinents sur ces questions-là, sur l'énergie, et vous allez en fait vraiment utiliser les études de cas, qui vont vous donner directement les bonnes mesures en fait, puisque, c'est là où vous aurez eu le plus d'impact. Donc c'est les mesures quelque part qui vont mettre les universités ou les recherches en question le plus en valeur, en disant: «Bah, voilà, c'est vraiment sur ça qu'on a eu l'impact le plus important». Donc ça, c'est les KPIs qu'on base sur des recherches qui ont eu lieu dans le passé, et c'est des informations extrêmement importantes et intéressantes. Mais une fois qu'on a fait ça, se pose une question plus stratégique qui est, sur quel type d'enjeu on veut avoir des impacts à l'avenir, pour le futur. Donc si je reprends mon exemple, peut-être que, cette université a eu beaucoup d'impact sur les questions, d'efficacité énergétique. Donc c'est des KPIs qui peuvent être utilisés et qui sont vraiment, excellents, pour l'université parce que ça montre cet impact-là. Mais il peut y avoir une décision stratégique au niveau, de l'université de dire: «Bah, en fait, dans le futur, on veut continuer à consolider cette question d'efficacité énergétique, mais on veut aller sur d'autres terrains autour de l'énergie qui concernent pas forcément que l'efficacité, par exemple. Ou alors on veut même aller sur d'autres, terrains, qui sont en dehors de l'énergie et on va commencer à financer des recherches autour de ces sujets ou alors on va créer, des laboratoires ou des départements entiers autour de ces sujets». Et du coup, ça permet de définir des KPIs stratégiques, pour le coup, sur lesquels on n'a pas forcément encore de données, mais sur lesquels on va pouvoir faire, pour le coup, du pilotage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura défini des KPIs intéressants, de préférence qui existent déjà dans des bases de données externes,
donc qui permettent d'être vraiment déjà référencés, et ben, en fait, on va pouvoir, voir si, les actions qu'on prend et les recherches qu'on fait, ont des intérêts dans ce sens-là et si ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je fais une différenciation entre les KPIs du passé et les KPIs du futur, parce qu'il peut y avoir des envies stratégiques de se repositionner sur les disciplines ou les enjeux, sur lesquels on répond. Et donc voilà, ça c'est assez important, mais c'est effectivement des décisions qui se prennent, heu, pas au niveau uniquement, des projets, mais à des niveaux parfois plus importants. Hem, voilà pour moi. Alors je crois qu'on n'a pas eu d'autres questions, donc merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Socience, on l'envoie aussi une fois par mois et il y a énormément d'informations dessus et vous retrouverez d'ailleurs, les annonces des lives, et leurs sujets, donc vous pourrez, vous inscrire grâce à la newsletter. N'hésitez pas, à télécharger le giveaway, on va vous mettre le lien en commentaire. Hem, ah, j'ai une dernière question. Est-ce que ces standards de KPI sont aussi exploitables par des startups et industriels ou sont-ils spécifiques au monde de la recherche publique? Non, effectivement, c'est une excellente question. Au contraire, ils sont vraiment exploitables par les startups et industriels puisque c'est des par exemple, la base de données Iris donc que je mentionnais, ce sont des KPIs qui sont utilisés par, les investisseurs à impact. Donc c'est vraiment dédié, enfin c'est vraiment adapté, à des startups, c'est vraiment adapté au monde économique. Il faut vraiment pas hésiter à les utiliser dans ce sens-là, et au contraire, c'est plutôt la recherche publique qui parfois va trouver que certains de ces KPIs ne sont pas adaptés, pour la recherche publique parce que, c'est vraiment trop précis, et c'est des indicateurs, plutôt pour des startups ou des industriels. Mais et c'est là que c'est très intéressant ce genre de base de données, avec plus de 10 000 KPIs référencés, vous trouverez toujours celui qui peut effectivement correspondre à votre projet de recherche. Et j'indique quand même, parce que ça peut faire peur, 10 000 KPIs, que c'est des bases de données qui sont très faciles à chercher et à regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Donc si vous savez, par exemple, je parlais de la transition énergétique tout à l'heure, si vous savez que c'est l'énergie qui vous intéresse, eh bien vous pouvez directement sélectionner dans ces bases de données les ODD qui sont liés à l'énergie et vous aurez un filtre en fait et vous n'aurez que les KPIs qui sont liés à l'énergie. Et donc vous pouvez faire des recherches très précises et comme ça avoir les bons KPIs pour les bons projets et c'est pas chronophage, c'est vraiment bien pensé. Donc voilà, donc je le conseille à la fois pour la recherche publique, mais aussi et surtout pour les startups et les industries. Donc voilà, c'est vraiment bien adapté. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, en commentaire, j'y répondrai, même si vous regardez le replay, j'y répondrai, je répondrai en commentaire directement. Et voilà les informations, la newsletter, le giveaway et aussi on va vous mettre en commentaire des programmes en cours. Chez Socience, on monte des programmes de recherche et d'innovation collaborative pour répondre à des enjeux de société. On en a 2 en cours, notamment un sur la, mobilité avec Plastic Omnium. Si vos chercheurs sont sur ces thématiques-là ou vos startups ou vos industries sur ces thématiques-là, n'hésitez pas, à vous connecter, et à répondre à l'enjeu, au challenge, pour travailler avec d'autres chercheurs, d'autres startups, d'autres, organismes de la société civile qui s'intéressent à ces questions. Et puis c'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain LinkedIn Live. Merci à vous pour votre présence.